On ne bâtit pas une maison sur du sable, on la bâtit sur des souvenirs. Mais que se passe-t-il quand vous découvrez que les souvenirs sur lesquels vous avez édifié toute votre existence ne sont que des décombres soigneusement repeints? On dit que l'amour est aveugle, mais je pense plutôt qu'il est sélectif. Il nous fait voir ce que nous avons besoin de voir pour ne pas sombrer. Je m'appelle Hugo, je suis architecte. Ma vie entière a été dédiée à la structure, à la solidité, à l'équilibre des forces. Je sais qu'un retrait de 3 mm sur une poutre porteuse peut, avec le temps, faire s'écrouler un toit de 10 tonnes. J'aurais dû savoir que la même règle s'appliquait à mon mariage. Il y a 10 ans, j'ai rencontré Clara. Elle était tout ce que je n'étais pas, spontanée, lumineuse et habitée par une légèreté qui semblait défier les lois de la gravité. Nous avons construit notre paradis dans une vallée isolée de Haute-Savoie, une maison de verre et de bois nichée au bord d'une forêt de sapins noirs. Une prouesse architecturale que j'avais dessinée moi-même, comme un écrin pour notre amour. Nous avions 2 enfants, une vie paisible et ce que je croyais être une transparence totale. Mais la perfection a un prix, elle exige que l'on ne regarde jamais de trop près. La vérité est comme l'eau, elle finit toujours par trouver la plus petite fissure pour s'infiltrer. Si vous avez déjà ressenti ce frisson dans le dos en réalisant que quelqu'un vous mentait les yeux dans les yeux, abonnez-vous. Ici, nous explorons les secrets qui dorment derrière les portes closes. Dites-nous en commentaire, pardonneriez-vous si le mensonge était destiné à vous protéger? Tout a commencé par un détail insignifiant, un de ces micro-événements que l'on balaie d'un revers de la main. C'était un mardi soir, après un orage violent qui avait fait trembler les fondations de la maison. En inspectant le sous-sol pour vérifier d'éventuelles infiltrations, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur le plan original que je tenais à la main. Selon mes calculs, le mur porteur de la buanderie aurait dû mesurer exactement 6,40 m. Mais en passant mon télémètre laser, l'écran a affiché 6,10 m, 30 cm. Dans mon métier, 30 cm c'est un abîme. C'est la différence entre une pièce fonctionnelle et un espace caché. J'ai d'abord cru à une erreur de construction, une approximation des maçons que je n'aurais pas vue à l'époque. Mais je suis un maniaque du détail. J'avais surveillé chaque brique, chaque joint. J'ai posé ma main sur le béton froid, le son était différent, moins dense, moins plein. « Hugo, qu'est-ce que tu fais là-dessous » La voix de Clara m'a fait sursauter. Elle se tenait en haut de l'escalier, sa silhouette découpée par la lumière de la cuisine. Elle tenait un panier de linge, mais son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Ses jointures étaient blanches, serrées sur l'osier. « Rien, j'inspecte les dégâts de l'orage », ai-je répondu en rangeant mon télémètre dans ma poche. « Ce mur me semble avoir bougé un peu. » Elle est descendue, d'un pas trop lent, trop calculé. « C'est une vieille maison, elle travaille. Viens manger, les enfants nous attendent. » Elle ne m'a pas posé d'autres questions. Elle n'a pas cherché à comprendre pourquoi je fixais un mur de buanderie avec une telle intensité. C'est là que j'ai senti pour la première fois la première goutte d'eau s'infiltrer dans la fissure. Le silence qui a suivi n'était pas le silence de la complicité, c'était le silence d'une garde partagée. La nuit qui a suivi a été une agonie. J'écoutais la respiration de Clara à côté de moi, ce souffle régulier que je connaissais par cœur, et je me demandais comment j'avais pu passer 10 ans sans ne remarquer qu'elle évitait systématiquement de descendre au sous-sol seule. Le lendemain, j'ai attendu qu'elle parte emmener les enfants à l'école. Dès que le portail s'est refermé, je suis redescendu avec une masse et un burin. Je sais, c'était irrationnel, c'était ma maison, mon œuvre. Mais ce décalage de 30 cm me hantait comme une fausse note dans une symphonie. J'ai frappé. Le béton a éclaté, révélant non pas de la terre ou du remblai, mais une cloison de placo-plâtre dissimulée derrière l'enduit de façade. Une double cloison. J'ai élargi le trou. Mes mains tremblaient. Le poussière de plâtre flottait dans l'air, me piquant les yeux. Et là, dans l'obscurité de ce vide technique que je n'avais pas dessiné, j'ai vu une boîte. Une mallette en métal noir scellée par un cadenas électronique. À côté de la mallette, il y avait une photo plastifiée. Je l'ai ramassée. C'était une photo de mariage, mais ce n'était pas le nôtre. Sur le cliché, une femme qui ressemblait trait pour trait à Clara souriait à l'objectif. Elle portait une robe de mariage vintage des années 90. À ses côtés, un homme que je ne connaissais pas, un homme au regard sombre, dont le visage avait été violemment griffé avec un objet pointu. Au dos de la photo, une date,
14 juillet 1994 et une mention manuscrite « Ne le laisse jamais te retrouver ». Clara est née en 1988. En 1994, elle n'avait que 6 ans. Je suis resté là, assis sur le sol poussiéreux, avec cette photo entre les mains. La femme sur la photo n'était pas Clara, c'était sa mère. Mais Clara ne m'avait jamais parlé de sa mère. Elle m'avait dit qu'elle était orpheline, que ses parents étaient morts dans un accident de voiture lorsqu'elle était bébé. Elle m'avait montré des tombes anonymes dans un petit cimetière breton. Le mensonge ne faisait pas 30 cm, il faisait toute une vie. Soudain, j'ai entendu le moteur de la voiture dans l'allée. Elle est rentrée plus tôt que prévu. J'ai eu juste le temps de glisser la photo dans ma poche et de recouvrir le trou avec un vieux carton de déménagement avant qu'elle ne descende les marches. « Hugo, tu es encore là ?» Son ton avait changé. Il était tranchant. Elle ne souriait plus du tout. Elle regardait le carton, puis mes mains couvertes de poussière blanche. Elle savait, et je savais qu'elle savait. « On a besoin de parler, Clara. Ou devrais-je t'appeler autrement ?» Le silence qui s'abattit sur la buanderie était plus assourdissant que le coup de masse que je venais de porter. Dans cet espace exigu, l'odeur de la poussière de plâtre se mélangeait à celle de l'assouplissant et de l'humidité du béton, créant une atmosphère suffocante. Clara ne bougeait pas. Elle se tenait au pied de l'escalier, les bras croisés, son regard fixé sur le trou béant dans le mur. À cet instant, elle n'était plus la femme douce et solaire que j'avais épousée. Elle ressemblait à une statue de sel, froide et immémoriale. Ses yeux, d'habitude si expressifs, étaient devenus 2 fentes d'obsidienne, impénétrables. « Tu as toujours eu un problème avec les marges d'erreur, Hugo », dit-elle enfin. Sa voix était d'un calme plat, une neutralité terrifiante qui me fit dresser les poils sur les bras. « Tu ne peux pas supporter qu'un plan ne soit pas respecté au millimètre près. » Ce n'est pas une marge d'erreur, Clara. C'est une pièce secrète, dans ma propre maison. Pourquoi ? Je sortis la mallette noire de son trou et la posai lourdement sur la machine à laver. Le métal résonna avec un bruit sourd, définitif. Je sortis également la photo de ma poche, celle de 1994, et la fis glisser sur le plateau émaillé. Qui est cette femme et pourquoi me ressemble-t-elle comme une sœur jumelle alors qu'elle s'est mariée 6 ans après ta naissance officielle ? Clara s'approcha. Elle ne regarda pas la photo. Elle regardait mes mains, encore maculées de blanc. Elle tendit le bras et, d'un geste d'une lenteur calculée, elle saisit la mallette. « Si j'ouvre cette boîte, Hugo, il n'y aura pas de retour en arrière. Le bâtiment que tu as construit, notre vie, nos enfants, nos certitudes, tout va s'effondrer. Les fondations sont pourries depuis le premier jour. Es-tu prêt à vivre dans les ruines ? » En tant qu'architecte, j'ai passé ma vie à prévenir les effondrements. Mais là, je savais que le séisme était déjà là. L'épicentre était sous mes pieds. « Ouvre-la, ordonnai-je. » Elle tapa un code sur le cadenas électronique. Un code simple, une date, le jour de notre rencontre. Cette ironie me fit l'effet d'une gifle. Le couvercle se souleva avec un petit sifflement d'air pressurisé. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent, pas de bijoux. Il y avait 3 passeports, 3 noms différents, mais une seule et même photo, celle de Clara. Un passeport français au nom de Clara Simon, un passeport canadien au nom de Sarah Miller et un passeport brésilien au nom d'Helena Santos. Il y avait aussi un épais carnet de notes à la couverture de cuir usé et une clé USB scellée dans un sachet plastique. Mais ce qui attira mon regard, ce fut une liasse de coupures de journaux datant de la fin des années 90, des articles en espagnol et en portugais. J'en saisis une. La photo illustrant l'article montrait l'homme au visage griffé de la photo de mariage. Le titre, traduit grossièrement dans ma tête, disait « Le boucher de Curitiba échappe encore à justice ». « Mon nom n'est pas Clara », commença-t-elle, s'asseyant sur un tabouret de bar que nous avions laissé là. Clara Simon est morte dans un incendie de forêt en Provence quand j'avais 7 ans. Ma mère a trouvé ses papiers dans les décombres d'une maison de vacances. Elle a volé une identité pour nous donner une chance. Elle leva les yeux vers moi et pour la première fois, j'y vis une lueur de détresse pure. L'homme sur la photo, c'est mon père. Il ne s'appelait pas Simone, il s'appelait Marcos Duarte. Il était le bras droit d'un des cartels les plus violents du sud du Brésil. Ma mère n'était pas sa femme, elle était son trophée. Quand elle a compris qu'il allait commencer à m'utiliser, moi, pour ses affaires, elle a fui. Je sentais le sol se dérober. Ma femme, la mère de mes enfants, était la fille d'un monstre cavale.
Pourquoi me le cacher maintenant? Il est mort, non? Non, Hugo, il n'est pas mort, et il n'a jamais cessé de nous chercher. Cette photo que tu as trouvée, ma mère l'a gardée pour me rappeler que le danger a un visage. Ne le laisse jamais te retrouver. Elle est morte il y a 5 ans, tu te souviens? Ce n'était pas un cancer, Hugo. C'était un accident domestique inexpliqué, une fuite de gaz. Elle frissonna malgré la chaleur de la pièce. Depuis ce jour, je sais qu'il s'approche. J'ai construit cette cloison pendant que tu surveillais le chantier du musée à Lyon. J'ai soudoyé un des ouvriers pour qu'il modifie les cotes sans te le dire. J'avais besoin d'un endroit pour cacher nos vies de secours. Si jamais je voyais une voiture inconnue trop longtemps devant le portail, si jamais je recevais un appel silencieux, nous devions disparaître en moins de 10 minutes. Je regardais les 3 passeports. Sarah Miller, Elena Santos. Et moi? Et les enfants? Tu allais nous emmener? Clara baissa la tête. Un silence pesant s'installa. J'avais préparé 2 passeports pour les enfants, mais pour toi, elle s'arrêta, les larmes coulant enfin. Comment t'expliquer qu'Hugo l'architecte, l'homme qui a besoin que tout soit légal et structuré, doit devenir un fantôme au Brésil? J'espérais que ce jour n'arriverait jamais. J'espérais que le mensonge tiendrait jusqu'à ma mort. Soudain, le téléphone fixe de la cuisine à l'étage au-dessus se mit à sonner. Un son strident, presque agressif, qui perça le calme de la maison. Nous nous figeâmes tous les deux. Nous n'utilisions jamais le fixe. Seuls les démarcheurs ou les urgences absolues appelaient sur ce numéro. Clara blêmit. Elle attrapa la clé USB dans la mallette. « Ne réponds pas », murmura-t-elle. Mais le répondeur s'enclencha. La voix qui sortit du haut-parleur dans la cuisine, amplifiée par le silence de la cage d'escalier, était celle d'un homme. Une voix rauque, avec un accent traînant, mais parlant un français parfait. « Clara, ou Sarah, ou Elena, je sais que tu m'entends. Tu as une très jolie maison. Hugo a vraiment du talent. Le verre, c'est beau, mais c'est si facile à briser. Je suis à la boulangerie du village. Je ramène des croissants. Les enfants ont l'air d'avoir faim ce matin. » Le cœur me manquait un bond. Les enfants, ils étaient à l'école, mais la boulangerie était juste en face. Clara se jeta sur la mallette, la referma d'un coup sec. Sa panique était devenue une énergie froide et électrique. « Il est là, Hugo. Mon père est là, et il ne vient pas pour faire connaissance. Il vient pour récupérer ce que ma mère lui a volé. Le carnet. » « Quel carnet ?» demandai-je en la suivant vers l'escalier. « La comptabilité noire du cartel de Curitiba. Les noms de tous les politiciens et juges qu'il a achetés. C'est notre assurance vie et notre arrêt de mort. » Elle me regarda, ses yeux implorant une décision. Soit on appelle la police et on meurt dans l'heure, soit on part maintenant, pas demain, maintenant. L'architecte en moi voulait de l'ordre, des preuves, la loi, mais le père en moi vit l'image de mes enfants devant la boulangerie. La fissure n'était plus une menace, le toit venait de s'effondrer. Le moteur de notre 4x4 a rugi dans le silence de la vallée comme un cri de bête blessée. J'ai passé la première avec une brutalité qui m'était étrangère, faisant crisser les pneus sur le gravier de l'allée que j'avais moi-même ratissé avec soin chaque week-end. Clara était assise à côté de moi, la mallette noire serrée sur ses genoux comme s'il s'agissait d'un nouveau-né. Elle ne pleurait plus. Elle était entrée dans une phase de survie robotique, fixant la route avec une intensité qui me faisait peur. Le trajet jusqu'au village, d'ordinaire une promenade de santé de 5 minutes entre les sapins et les chalets de bois, me parut durer une éternité. Chaque virage masquait une menace potentielle. Chaque voiture croisée ressemblait à un cercueil roulant envoyé par Marcos Duarte. « S'il les touche, Hugo, s'il les touche, je le tue de mes propres mains », murmura-t-elle. Sa voix était basse, monocorde, dénuée de toute humanité. Elle ne parlait plus de son père, mais d'un monstre qu'on ne pouvait arrêter que par la mort. Nous sommes arrivés devant la boulangerie. La place du village était baignée d'une lumière matinale trompeuse, douce et dorée. Les enfants étaient là, sur le trottoir, leurs sacs à dos colorés brillant au soleil. Ils riaient, partageant un sachet de chouquettes. Et à quelques mètres d'eux, assis sur un banc de pierre, un homme d'une 60aine d'années lisait le journal. Il était élégant, vêtu d'un manteau de laine sombre et d'une écharpe de soie. Rien, absolument rien, ne laissait deviner le boucher de Curitiba. Mais en s'arrêtant, j'ai croisé son regard par-dessus son journal. C'était le regard d'un abîme, un vide sidéral, dénué d'empathie, qui semblait calculer le poids de mon âme au gramme près. Il a soulevé son chapeau d'un geste poli, une salutation, une sommation. « Ne regarde pas, Hugo.
Récupère-les, vite !» ordonna Clara, se tassant sur son siège pour ne pas être vue. J'ai sauté de la voiture. J'ai attrapé Léo et Sarah par le bras avec une force qui les a surpris. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne va pas à l'école ?» demanda Sarah, sa petite main collante de sucre dans la mienne. « Une surprise, ma puce. On part en vacances. Tout de suite. » Je les ai littéralement jetés à l'arrière, bouclant leur ceinture alors que mes mains tremblaient comme des feuilles. J'ai jeté un dernier coup d'œil vers le banc. L'homme n'était plus là. Il s'était volatilisé dans la foule matinale, laissant derrière lui son journal plié. La peur change la perception du temps. Ce qui durait une seconde devient une éternité. Hugo est en train de réaliser que sa vie d'architecte est terminée et que sa vie de fugitif commence. Si vous aimez cette montée en tension, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous, à la place d'Hugo, auriez-vous fait confiance à Clara après de tels mensonges? J'ai repris la route, mais je n'ai pas pris la direction de l'autoroute. Duarte surveillerait les grands axes. En tant qu'architecte de la région, je connaissais chaque sentier, chaque route forestière, chaque col non répertorié sur les GPS standards. Nous avons entamé l'ascension vers le massif des Aravis, là où la roche remplace la forêt et où l'oxygène se raréfie. Nous avons roulé pendant 3 heures sur des routes de corniche, montant toujours plus haut. Les enfants s'étaient endormis, bercés par le roulis du véhicule, inconscients du fait que leur vie venait de voler en éclats. « On va au refuge de la Dent Noire », annonçai-je. C'était un chalet que j'avais conçu pour un client milliardaire qui n'y venait jamais. Un bunker de luxe, autonome en énergie, caché dans un cirque glaciaire. Personne ne connaissait son existence à part moi et le chef de chantier, un homme de confiance nommé Étienne. Pendant que nous montions, Clara a ouvert la clé USB sur son ordinateur portable. Son visage, éclairé par le reflet bleu de l'écran, semblait se décomposer à mesure qu'elle lisait. « Ce n'est pas seulement de la comptabilité, Hugo, » dit-elle, la voix tremblante. « Ce sont des coordonnées GPS, des sites de stockage, de déchets toxiques, d'armes, peut-être pire. Ma mère n'a pas seulement volé de l'argent, elle a volé la carte des crimes de tout un continent. » Soudain, mon téléphone a vibré dans la coudoir. C'était Étienne, mon chef de chantier, mon ami. « Hugo, je suis au bureau. Il y a 2 types qui sont venus poser des questions sur tes plans du refuge. Des types bizarres avec un accent. Je leur ai rien dit bien sûr, mais ils avaient l'air de savoir que tu possédais les clés magnétiques. » Un froid plus glacial que la neige extérieure m'a envahi. « Étienne, tu es où exactement ?»« Je suis sur la route du refuge, Hugo. Je me suis dit que j'allais vérifier que tout était prêt pour toi. Je suis juste derrière toi, je vois tes phares au loin. » J'ai regardé dans mon rétroviseur. Effectivement, à environ 1 kilomètre en contrebas, 2 points lumineux perçaient la brume, mais Étienne roulait dans une vieille camionnette blanche. Les phares derrière moi étaient des LED blanches, puissantes, caractéristiques d'un SUV de luxe. « Étienne, ce n'est pas toi derrière moi !» criai-je dans le téléphone. Un silence étrange a suivi. Puis la voix d'Étienne a changé. Elle est devenue plate, dépourvue de son accent savoyard habituel. « Désolé Hugo, ils ont ma fille. Ils m'ont dit que si je te menais à eux, ils la relâcheraient. Duarte est plus puissant que tes murs de béton, mon ami. Personne n'est protégé. » La trahison m'a frappé plus fort qu'un impact physique. Étienne, l'homme avec qui j'avais partagé 10 ans de chantier, m'avait vendu pour sauver les siens. Je ne pouvais pas lui en vouloir, et c'est ce qui rendait la chose encore plus insupportable. « Accroche-toi !» hurlai-je à Clara. J'ai coupé les phares. Nous étions sur une ligne de crête avec un précipice de 300 mètres sur la droite. La lune pâle éclairait faiblement la route enneigée. J'ai écrasé l'accélérateur, m'enfonçant dans le noir complet, utilisant ma mémoire visuelle des plans du terrain pour ne pas basculer dans le vide. Le vent glacial s'est engouffré par la baie vitrée brisée, apportant avec lui des flocons de neige qui fondaient instantanément sur le sol en béton ciré. Le refuge, ce chef-d'œuvre d'architecture minimaliste que j'avais conçu pour dominer la montagne, n'était plus qu'une coquille de noix fragile face à la tempête qui se préparait à l'extérieur. Une tempête faite d'hommes armés et de secrets toxiques. « Emmène les enfants dans la salle des serveurs, au sous-sol », ordonnai-je à Clara. C'était la pièce la plus sécurisée, blindée, sans fenêtre, avec une ventilation autonome, le véritable cœur du bunker. Clara a hésité une seconde. Dans la lumière rouge des éclairages de secours qui venaient de s'activer, son visage était un masque de culpabilité et de terreur. Elle m'a tendu la mallette noire. « Hugo, s'ils entrent, donne-leur. Ne joue pas au héros. Ce carnet ne vaut pas ta vie. » Je l'ai regardé. J'ai vu la femme que j'avais aimée pendant 10 ans, et l'étrangère qui m'avait menti chaque jour.
Les deux images se superposaient, floues, impossibles à réconcilier. J'ai pris la mallette sans un mot. Elle a attrapé les enfants et a disparu dans l'escalier en colimaçon. Je suis resté seul dans le grand salon panoramique. Dehors, des ombres se déplaçaient tactiquement autour du bâtiment. Ils cherchaient un angle mort, une autre entrée. Duarten ne se contenterait pas d'une seule balle. Il allait faire le siège de ma vie. Je me suis précipité vers le local technique, le cerveau du refuge. J'ai verrouillé la porte blindée derrière moi. Là, entouré par le ronronnement des armoires électriques et l'odeur de l'ozone, je me sentais enfin dans mon élément. J'avais construit cette machine. Je connaissais ses entrailles. J'ai étalé les plans du refuge sur la table de contrôle. Duarte avait des armes, des hommes de main et la cruauté de l'expérience. Moi, j'avais des murs. Et ce soir, ces murs allaient devoir se battre. J'ai accédé au système domotique central sur l'écran tactile. J'ai vu les icônes des caméras extérieures s'éteindre une à une. Ils coupaient nos yeux. « Très bien », murmurai-je pour moi-même, sentant une colère froide, mathématique, monter en moi. « Vous voulez jouer dans le noir ? On va jouer dans le noir. » J'ai tapé une série de commandes que je n'étais jamais censé utiliser. J'ai désactivé les sécurités thermiques du système de chauffage géothermique. Le refuge puisait sa chaleur à 100 mètres sous terre, dans une nappe phréatique brûlante. En temps normal, des vannes régulaient la pression. J'ai tout ouvert à 100%. Les tuyaux autour de moi se sont mis à vibrer. La température dans le local technique a grimpé en flèche. Je transformais le système de chauffage le plus écologique d'Europe en une gigantesque cocotte minute prête à exploser. Puis, la voix de Duarte s'est retentie dans les haut-parleurs du système d'interphone. Ils avaient piraté la ligne extérieure. « Hugo, l'architecte, c'est un beau cercueil que tu as construit ici. Très design. » Sa voix était calme, amusée, comme s'il commentait un vernissage. « Écoute-moi bien, je n'ai pas envie de tuer mes petits-enfants. Ça ferait désordre. Ouvre la porte, rends-moi la clé USB et je laisserai vous partir. Tu as ma parole. » La parole du boucher du Curitiba. J'ai regardé la mallette noire posée sur la console. À l'intérieur, la clé USB. Des milliers de morts, des milliards de dollars sales. Si je la lui donnais, je devenais complice. Je trahissais tout ce en quoi j'avais toujours cru. La droiture, la légalité, la transparence. Si je la gardais, ma famille mourrait ce soir. C'était le choix ultime de l'architecte. Sauver la structure en sacrifiant son âme ou laisser la structure s'effondrer pour préserver son âme. J'ai pris la mallette et je suis remonté dans le salon. La neige entrait toujours par la fenêtre brisée. Dehors, 3 hommes s'approchaient de la baie vitrée principale, leurs armes braquées. Duarte était au milieu, sans armes, les mains dans les poches de son manteau de cachemire. Il me regardait à travers le verre, attendant sa livraison. J'ai posé la mallette sur le sol, bien en vue, puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai activé la dernière commande que j'avais programmée. Dans un sifflement assourdissant, les buses de ventilation du salon, conçues pour diffuser un air tiède, ont craché un jet de vapeur brûlante surchauffé à plus de 180 degrés par le système géothermique en sur-régime. La vapeur a envahi l'espace en 1 seconde, créant un brouillard blanc et brûlant. Mais le véritable objectif n'était pas les hommes, c'était le verre. Le choc thermique entre l'air extérieur à -15 degrés Celsius et la vapeur intérieure à 180 degrés Celsius a été instantané. Les immenses baies vitrées, fierté de ma conception, ont explosé vers l'extérieur dans un tonnerre de verre brisé. Les hommes de Duarte ont hurlé, reculant sous la douche de verre et de vapeur. Duarte lui-même a été projeté en arrière dans la neige. C'était le chaos. J'en ai profité. J'ai saisi la mallette et j'ai couru vers la cheminée centrale, un immense foyer ouvert en pierre brute. Le conduit d'évacuation donnait directement dans une faille naturelle de la montagne, un puits sans fond que nous avions utilisé pour la ventilation. J'ai ouvert la mallette. J'ai pris la clé USB et le carnet de cuir. Je les ai tenus 1 seconde au-dessus du vide. « Non !» a hurlé Duarte depuis l'extérieur, se relevant, le visage en sang, comprenant trop tard ma manœuvre. Je n'ai pas hésité. J'ai lâché l'épreuve. Je les ai regardés tomber dans le noir absolu de la montagne, disparaissant à jamais dans les entrailles de la terre. Je ne les donnais pas à la justice. Je ne les donnais pas au diable. Je les effaçais de l'équation. Je venais de détruire l'assurance vie de Clara, mais aussi la raison d'être de Duarte. Le silence est retombé aussi vite que le chaos avait éclaté. Les hommes de main, blessés, battaient en retraite vers les voitures.
Duarte est resté là, seul dans la neige, fixant le trou béant où se trouvait la fenêtre. Il savait qu'il avait perdu. Sans le carnet, il n'était plus qu'un vieil homme riche et traqué. Il n'avait plus de levier sur personne. Il s'est retourné et a disparu dans la nuit. Je suis redescendu au sous-sol. Clara était assise par terre, serrant les enfants contre elle. Quand elle m'a vu, vivant mais les mains vides, elle a compris. Elle s'est levée, a mis les enfants dans le lit de la petite chambre de secours et est revenue vers moi. Nous nous sommes assis dans le noir de la salle des serveurs, écoutant le vent hurler dans la structure blessée au-dessus de nous. « Tu l'as détruit », dit-elle. Ce n'était pas une question. « Oui, je ne pouvais pas te laisser vivre avec ce poids, et je ne pouvais pas vivre en étant son complice. » Elle a posé sa tête sur mon épaule. C'était le premier contact physique réel depuis la découverte de la buanderie. « Tu sais que maintenant nous n'avons plus rien ?» murmura-t-elle. « Plus de maison, plus de passé et plus d'assurance. Nous sommes nus, Hugo. » J'ai pensé à ma maison de verre là-bas, dans la vallée, avec son faux mur et ses secrets. Je ne pourrais jamais y retourner. J'avais construit une vie sur une illusion de transparence. J'ai pris la main de la femme qui s'appelait Clara, ou Sarah, ou Eleda. Je ne savais plus qui elle était vraiment, mais je savais ce que nous venions de traverser. « On ne bâtit pas une maison sur du sable », dis-je doucement, répétant ma propre maxime, mais avec une compréhension nouvelle. Mais parfois, il faut que le sable s'écroule pour qu'on puisse enfin voir le rocher qui est en dessous. On va reconstruire Clara, mais cette fois, on utilisera des matériaux bruts, sans faux semblants. La nuit allait être longue. Le froid commençait à pénétrer le refuge. Mais pour la première fois depuis 24 heures, je n'avais plus peur de l'effondrement. Les murs de silence avaient tombé. Nous étions au découvert, vulnérables, mais vivants. Et c'était la seule fondation qui comptait. La vérité est comme une tempête. Elle détruit tout sur son passage, mais elle nettoie le ciel. Hugo et Clara ont tout perdu cette nuit-là, sauf l'essentiel. Ils ont appris que la confiance ne se décrète pas sur un plan d'architecte, elle se gagne dans les ruines. Merci d'avoir suivi ce thriller psychologique jusqu'à son dénouement glacé. Si cette histoire vous a tenu en haleine, laissez un j'aime et partagez-la. Dans notre prochain récit, nous quitterons les sommets enneigés pour une atmosphère plus étouffante. Nous découvrirons l'histoire de Damien, un homme qui pensait avoir acheté l'appartement de ses rêves à Paris, jusqu'à ce qu'il découvre que l'ancien locataire n'était peut-être jamais vraiment parti. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche pour plonger dans ce nouveau mystère urbain.